Bonjour les amis, bienvenue sur Essai Libre. Alors aujourd'hui je suis particulièrement heureux parce qu'on va visiter ensemble le conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois. Je m'y présente là, je suis devant l'entrée et donc merci à Citroën de nous inviter avec quelques abonnés que je vais vous présenter pour découvrir ce musée absolument superbe. On va voir ensemble tous ces beaux modèles Citroën et l'histoire de la marque. C'est parti. Merci d'être venu jusque là. Donc toi c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui. Jean-Philippe, le premier. Vous êtes 6 abonnés de la chaîne Essai Libre à pouvoir venir là aujourd'hui. Ce qu'il faut dire, c'est que tu es également youtubeur. Oui, on essaye. Tu peux le dire, on essaye. On essaye de faire les choses bien. Essaye. Tu fais dans la mécanique, oui, de ce que j'ai compris. Ouais. Oui, exactement. Ouais. Alors raconte-nous, tu faisais de la mécanique, tu ouais, dis, voilà, tiens, je faisais de la mécanique, tiens, je vais mettre ça en boîte, on va voir ce que ça donne. Et puis la chaîne a été créée comme ça, et puis là, on essaye d'améliorer les choses, on essaye de faire de plus en plus de detailing pour que les gens ne soient pas perdus dans la mécanique, vraiment de A à Z, que ce soit du petit chantier ou du gros chantier. Et puis voilà, quoi, ça poursuit son petit bonhomme de chemin. Le t-shirt, oui. Jean-Fifi et mécanique. Oui. S'il te plaît. D'ailleurs, c'est le seul, c'est une série limitée. Ne lâche rien, continue et merci d'être là aujourd'hui. Donc je continue dans mes petites présentations. Merci beaucoup. On a Jean-Pierre, et on peut faire un pack, d'abonnés amis, parce qu'on a Jean-Pierre et Jean-Antoine qui sont là. Et là, on a affaire à deux passionnés, qui sont du lourd, du très lourd, je vous le dis. Donc, merci d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là et d'être invité sur un si beau site. Et merci à toi. Un si beau site, écoute, vous me remercierez à la fin quand vous aurez vu. Déjà l'ambiance est tellement... bien entre passionnés, voilà, c'est voilà. ça. Bon. Donc du coup, et puis Citroën, c'est une marque mythique française, donc tout à fait. C'est bien de la mettre à l'honneur. On va aller découvrir ça là dans quelques instants. Avec plaisir. De Nico, j'ai l'impression qu'on se connaît déjà. Oui. On s'est déjà vu. Alors pour ceux qui vont chercher sur la chaîne, dans les bas-fonds de la chaîne, on va retrouver Nico avec sa voiture. On avait fait une parole de proprio ensemble il y a déjà très longtemps. Tu avais gagné un jeu, j'avais fait un jeu à l'époque, un petit jeu, voilà bon. Écoute, merci d'être revenu. Donc toi, tu es passionné de Citroën également. Depuis toujours. Depuis tout petit, j'étais bercé en 2 chevaux et en BX. Écoute, merci d'être là. Et puis on va partager ensemble. On va aller voir bientôt. Là, on va aller ouvrir la porte, la caverne d'Ali Baba, de voir tous ces modèles. On va être émerveillés. Alors après des essais de parole de proprio, la 304, l'Alpha GT, un petit tour en karting, on avait fait ensemble aussi. Il y a eu quelques aventures ensemble. Plus la visite de la Capi. Et la visite de la Capi. Alors, on remet ça après. On est dans le même thème là. C'est après la Capi, Citroën. Donc Citroën. Là, il fallait que tu sois là. Oui, il fallait que je sois là. Il fallait que tu sois là, voilà. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, c'est vraiment bien. Je suis vraiment content. T'es vraiment content? Écoute, moi aussi je suis content de t'accueillir et puis on va aller voir ça là. Il va y avoir d'ici quelques instants, il y a du lourd, il y a du très lourd. Bon, viens mon Cyril. Alors Cyril, là on a affaire à un lourd de passionné de chez Citroën parce que, est-ce que tu peux dire à nos amis qui sont là au bout de la caméra, combien de Citroën? Combien? Alors j'en ai que 4. Il n'en a que 4, voilà, il n'en a que 4. Pour l'instant, ça augmente. Ça va monter. Après la visite là ce matin, peut-être que ça va monter encore plus. Les 4, tu peux nous donner les modèles? Alors, j'ai commencé avec la DS, une DS 21 Palace. Ouais, ça c'est pas mal, j'ai enchaîné avec une petite 2 chevaux que je suis allé chercher à Montpellier, monter avec de Montpellier à Paris. Ah oui, ça s'est bien passé. Très bien. Bon. Aucun problème. Ouais. Puis j'ai craqué pour une GS Palace aussi.
Et puis la dernière pour tous les jours, une C6. Ah, ça c'est pas mal. Ton daily, c'est la C6. Oui, mon ex-daily. Ton ex-daily. J'ai un véhicule de fonction. Mais... Ah d'accord. Bon bah écoute, mais rouler en C6, c'est plutôt agréable. Ah, oui. Et d'ailleurs, on ira faire un petit tour tout à l'heure à la fin de la visite pour voir un peu cette C6. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse grandement. Et on fera une parole de proprio. Bon allez, on va aller visiter, on va aller voir ça. Merci à toi, Simon. Bienvenue au conservatoire. Vous êtes ici dans un bâtiment qui a été réalisé en 2001, inauguré par Pierre Peugeot et Claude Satinet et Jean-Claude Satinet à l'époque, de façon à ce que l'ensemble de la marque Citroën puisse rassembler ses collections. Alors vous avez ici un petit peu moins de 300 véhicules exposés. Vous avez à peu près 40 000 objets divers et variés. Vous aviez les archives ici, les mains courantes qui sont maintenant transférées sur le site de Terre Blanche à Hérimoncourt. André Citroën est né en 1878. Il fait ses études sur Paris. Il entre en Polytechnique en 1898. Et puis là, il découvre un système de taillage de pignons dans une menuiserie en Pologne. Donc, il fait l'acquisition par accord tacite, l'utilisation de ce qu'on pourrait appeler un brevet maintenant. Et puis, en fait, ce système de taillage de pignons dont vous avez un exemplaire à l'entrée permettait de passer des forces importantes tout en évitant des mouvements axiaux importants. Il crée sa société d'usinage avec un associé qui s'appelle Isrin. Et cette société est tellement florissante qu'elle fonctionne toute seule, il n'y a pas de souci particulier. Et donc Morse, en 1808, fait appel à ses services de façon à restructurer son système de vente et son système de production. La société se redresse, fonctionne pas trop mal, et du coup ça l'intéresse quelque part. 1914, la guerre éclate, du coup il fait en sorte vis-à-vis de l'État de pouvoir fournir armes et munitions au niveau de l'armée. Il s'aperçoit qu'il y a un manque, donc il permet d'adapter et de vendre ses obus à l'armée française de façon assez exemplaire, puisqu'il introduit des nouvelles méthodes de travail issues du système taylorisme réalisé par Henry Ford à l'époque aux États-Unis. Fin de la guerre arrive, et il se pose la question de ce qu'il va faire, et forcément l'automobile l'intéresse au plus haut point, et donc dès la fin de la guerre, juste après l'armistice, quelques jours après, 9 jours exactement je crois, il présente au service des mines sa première voiture, la Type A, qui sera commercialisée en juin 1919. Et c'est celle qu'on va découvrir juste à l'entrée. Ah, on va voir la caverne d'Ali Baba. La première voiture. Merci Eric. Ça c'est beau. Ça fait plaisir. Regardez-moi ça. Ça c'est du hangar merveilleux. Ah déjà, ouais, non mais t'as raison, tout est dans l'odeur déjà. Alors ça je peux pas le faire passer à la caméra, mais il y a l'odeur déjà, effectivement. Ça c'est la première Citroën alors. Voilà, sur votre gauche, vous avez la première voiture présentée par Citroën et vendue en juin 19. Cette voiture, il la voulait entièrement finie et prête à être utilisée en sortie de production. C'est-à-dire qu'elle était équipée de sa carrosserie, d'un démarrage électrique, de l'éclairage électrique, d'une roue de secours, ce qui était assez rare à l'époque, puisque les fabricants d'automobiles faisaient un châssis et donnaient un carrossier après qui faisait la voiture. Et les carrossiers, il y en avait plus d'une centaine sur la région parisienne. Donc cette première voiture vendue telle qu'elle, avec une multitude de carrosseries, parce que dès le départ, André Citroën voulait aussi bien que ce soit de la voiture fonctionnelle, populaire par personne, mais aussi du véhicule utilitaire. Donc elle était aussi dérivée en version utilitaire qu'en version véhicule particulier. Là, vous avez les 3 premiers véhicules de la gamme. Vous avez donc la Type A, la Type B et la Type C. La B, c'est appelé B2 et la C, c'est appelé C3. On imagine que Citroën voulait peut-être l'appeler la A1, mais bon, ça, on ne peut pas le confirmer. En tout cas, vous avez la A, la B2 et la C3. Toute la gamme s'est déroulée de la même façon. Ça a toujours été A, B, C, D, E, F, G. Tous les projets se sont appelés. Le type H, c'est le projet dans l'ordre de la création, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc la C3 que vous avez en dernière position, dite aussi la trèfle,
de par sa disposition de 3 places en position de pétale de train. C'était là la force de pouvoir décliner différentes versions sur un même châssis. Tout à fait, c'est ça. À partir d'un même châssis, il fournissait différentes carrosseries. Sur certaines gammes, on comptait plus de 140 carrosseries différentes. Le châssis de base qui servait à adapter. Et quand on dit torpedo, Eric, ça veut dire quoi, torpedo? C'est une voiture ouverte, sans glace, avec une capote qui permet de s'ouvrir de façon... Pseudo-cabriolet, quelque part. C'est un genre de cabriolet, voilà, mais il n'y a pas de vitre latérale. Il n'y a pas de vitre latérale du tout. C'est ça le cabriolet, il y a les vitres latérales. D'accord. Le torpedo, il n'y a pas de vitre latérale. Voilà, vous avez un châssis de C3, très sommaire. Vous avez moteur, boîte, barre de transmission, pont. Vous n'avez que des freins à l'arrière, vous n'avez pas de frein à l'avant. Ah oui. Vous avez un système elliptique de ressort qui est simple, une monolame, ça évoluera après, alors c'est sûr qu'au niveau tenue de train, ça reste limite. Vous avez aussi les commandes de pédales d'accélérateur de frein qui sont inversées. L'accélérateur est au milieu et le frein est à droite. Tout simplement, c'est pour gérer le double débrayage de façon à synchroniser les boîtes, tout en gardant le pied droit sur le frein pour quand même freiner toujours un peu. Mais bon, la vitesse ne permettait pas, les conditions de route à l'époque le permettaient aussi, c'est pas les conditions qu'on a maintenant. Parallèlement à la C3, vous avez la première génération de 3 lettres, on va dire, une lettre et 2 chiffres. Donc on part à partir de la B10, et la B10 marque un tournant important dans la gamme, puisque c'est la première caisse dite tout acier. Plus de structure de bois. Tous les véhicules avant sont faits avec un châssis, une coque en bois sur laquelle la tôle est recouverte. Là, la différence, la B10, c'est la première voiture où elle est entièrement emboutie, formée avec une caisse dite tout acier. C'est aussi un petit peu ce qu'on peut commencer à appeler les caisses carrées. La B10, la voiture reprend la même technique au niveau transmission que ses prédécesseuses. Par contre, à partir de la B12, il y a une grosse évolution, puisqu'à partir de la B12 que l'on a sur le côté, non, pas la B12, si la B12, on a une double lame de ressort, donc on a quand même une meilleure rigidité de train et des freins qui apparaissent à l'avant. B14, sur votre droite, à partir de 27, le système de freinage à dépression, ce que vous avez sur vos voitures actuellement. B14 évolue, vous avez un nouveau modèle qui apparaît, la C4. C4, ça commence à être un nom qui commence à... ça nous parle déjà, effectivement. Vous voyez que le terme de C4 a été repris pour la gamme actuelle, c'est quelque chose qui... Même sur la 5 HP qu'on a vu avant, puisqu'elle s'appelait la C3, donc quelque part la C3, a été aussi réutilisée. Donc la C4 était sortie en 31. Et la C4 c'est 1931, début de production jusqu'en 1932. C'est pas très long, puisque la gamme évolue assez rapidement. Ça va très vite, oui. Vous avez C4, vous avez C6, C4 pour 4 cylindres et C6 pour 6 cylindres. Vous avez aussi des voitures un peu plus type luxe. Vous avez une C4 beau ça, sur votre gauche. C'est magnifique. Et là vous avez des accessoires un peu particuliers puisque vous avez ce qu'on pourrait appeler un peu du tuning maintenant. Vous avez un pare-choc accessoire, Chronos qui s'appelle. Vous avez une calandre dite thermostatique qui se ferme avec la température du moteur pour gérer la température du moteur. C'est magnifique ça. Et particularité de ce cabriolet de place, vous avez un speeder à l'arrière. Alors évidemment quand il pleut, les gens qui sont derrière ils sont sous l'eau. Et vous avez sur le côté droit de la voiture une petite trappe juste à l'arrière du siège avant. En fait c'est pour ranger le sac de club de golf. On voit l'évolution des bouchons de radiateur au fur et à mesure des Alors, il y a plusieurs évolutions. En fait, on va expliquer celui-là qui est un peu particulier sur la Rosalie. Il y a un signe. La Rosalie, c'est un signe, mais ça, c'est un accessoire. Ça n'existait pas à l'époque. En fait, tous les bouchons sont équipés plus ou moins en fonction d'un thermomètre qui indique la température de l'eau dans le moteur. C'est pas forcément une obligation, ça peut être un accessoire rajouté après, il suffit de percer le bouchon, on le rajoute. Le signe, c'est un petit peu différent, en fait, tout simplement parce que sur ce modèle-là, à partir de 32-33, voire même sur les C6, les dernières générations qui étaient équipées en option, vous avez un nouveau brevet qui a été acheté par André Citroën, qui est un brevet Chrysler, et qui est en fait le moteur suspendu, des cylindres blocs que vous avez sur les voitures. Donc ce qui permet d'avoir une meilleure filtration du moteur, moins de transmission de vibration au niveau du châssis. À la différence des autres modèles, forcément le logo change un petit peu pour faire justement apparaître un petit peu cette spécificité du signe flottant sur l'eau. C'était un petit peu voilà, c'était le message publicitaire à l'époque, symbolique pour expliquer un peu la souplesse de la voiture. Et donc forcément, en haute calandre où avant il y avait
le logo de la marque, hein, dans le haut de la calandre, sur les C6, C4 et autres. Là apparaît simplement le signe flottant, mais quelque part, il y a quand même les chevrons qui restent stylisés. Par contre, les chevrons apparaissent dans la calandre à ce moment-là. 33-34, un nouveau projet. André Citroën veut encore innover plus et donc soumet une nouvelle technologie qui est la traction avant. Et la traction avant donc, sortira en 34. Vous avez une des premières versions sur votre droite. Le problème de la traction avant, c'est que ça a tellement endetté André Citroën, c'est que son fournisseur l'a mis en faillite. Michelin reprend donc les créances et devient donc propriétaire de l'entreprise Citroën en début 35. La traction a beaucoup de mal à se mettre en route, elle n'est pas au point, elle n'est pas fiable, donc elle est très souvent en panne. Donc du coup, les acheteurs de Citroën veulent acheter des Citroën, donc ils doivent refaire d'urgence des propulsions et dont la Rosalie que l'on parlait juste avant, celle de 36-37, et en fait tout simplement parce que c'est une Rosalie, on va dire phase 2 maintenant, ce qu'on pourrait appeler une phase 2 avec une calandre un peu plus inclinée, avec le moteur de la traction qui est installé dans cette Rosalie, mais comme il ne tourne pas dans le même sens que la traction, puisque propulsion-traction, les moteurs ne tournent pas dans les mêmes sens, ils doivent donc modifier le sens de rotation des moteurs, et c'est pour ça qu'on l'appelle la Rosalie MI pour moteur inversé. Eric, qu'est-ce que c'est que cet engin là? Alors ça c'est une étiquette qui traîne, c'est pas bien. Ouais. En fait ça fait partie un concept? Non, c'est fait par un artiste, Oraito. Ah ouais. En fait, il a fait deux choses chez nous. Il a fait UVO et il a fait UFO. UFO qui est une genre de soucoupe volante dont on reparlera après, qui n'est plus là, mais UVO est encore là. Et UVO, en fait, c'est un hommage à la traction quelque part, parce que quand on défile l'ensemble du GMP de la traction et qu'on avance la maquette, on a la même forme de tablier avec les deux brancards qui tiennent le GMP. Donc on a la même, voilà, c'est dans l'esprit de l'innovation de la traction avant. Puis ça reste un objet d'art. Oui, mais on peut monter dedans en fait. Alors, oui, ça s'ouvre. Ah, oui, c'est une chaise à porteur. Ah oui, d'accord. C'est une chaise à porteur qui est un peu lourde, mais c'est une chaise à porteur. D'accord. Voilà. Ok. 4 porteurs. Ouais. C'est spatial, ça s'envole pas, non? Non, ça marche même pas. la soucoupe volante ne vole pas. Hein. La traction, elle évolue. Vous avez des lignes particulières qui sont cabriolet et coupé, hein, roadster. Alors ces lignes ne passeront pas la guerre en 39, hein, elles n'existeront pas. Si un jour vous voyez une traction avant après guerre, c'est que c'est une fausse, hein, de toute façon. Ouais. La traction évolue dans différentes versions, hein, que ce soit du 7, 11, 15 chevaux, voire 22 chevaux. À l'époque, le projet de la 22 chevaux émerveille tout le monde. Hein. La 22 chevaux ne sera pas commercialisée par Michelin après, hein, ne s'arrêtera qu'à la 15. Les versions évoluent tellement que, à partir de 51, un nouvel ingénieur entre au sein de la société, c'est Paul Magès. Mythique, ça. Paul Magès, qui est à l'initiative d'une nouvelle technologie qui sera l'hydraulique. Et donc vous avez ici une 15-6H, dite hydraulique, avec juste l'essieu arrière qui est suspendu. C'est la première suspension hydropneumatique. Hydropneumatique. Ça c'est merveilleux. Ouais. Juste avant-guerre, Pierre Boulanger, à l'époque président de la société, veut aussi faire des voitures pour tout le monde. Donc il y a la traction en fait s'appelait PV pour petite voiture, c'était son nom de code. Pourquoi petite voiture? Parce que quand on la met à côté de la Rosalie, eh ben, la voiture est plus petite, elle est plus basse de fait par sa conception. Et il veut lancer un projet un petit peu plus révolutionnaire pour que la voiture soit accessible. On connaît le cahier des charges, hein, 4 roues sous un parapluie, emmener un panier d'œufs sans les casser, 4 personnes, 50 km/h. Ah, c'est bien le... Donc, un projet simple, ça sera la TPV qui sera présentée. Vous avez ici une version qui fonctionne, restaurée, une des 4 véhicules, un des 5 véhicules restants. Vous en avez un aussi au musée de la Roche-Taillée, et ici, vous avez 4 exemplaires. Bah, moi, je prends celle-là. Pour repartir, c'est une... à pédale en plus, une petite voiture à pédale, c'est génial quand même. Elle est superbe. Alors ça c'est un collectionneur qui l'a fabriqué, qui nous l'a mis à disposition. Ah ouais. Alors c'est vrai que les jouets Citroën ont toujours une importance, on en a un peu parlé au départ, puisqu'on a quand même des jouets importants. On montre pédale. Le mètre 88 il passe pas là. Red, hein, les raids ont fait partie importante. Vous avez Scarabée d'or qui est au fond là-bas. Les jeunes actuels s'intéressent sur l'histoire. Alors là, on fait la transition de chevaux, puisqu'on est
Alors les tractions, il y a de l'après-guerre, Ouais. mais on va passer maintenant à la gamme qui est importante aussi pour la société, puisque la 2 chevaux c'est 1948-1990. Après-guerre. Donc c'est après-guerre, tout simplement parce que après-guerre se posait la question de produire quel véhicule. L'État a nationalisé Renault, mais a demandé aux 3 grands constructeurs qui restent, qui sont Peugeot, Renault et Citroën, de s'occuper de chacun d'une gamme. Peugeot, du populaire au sens large du terme, de façon à ce que tout le monde ait un véhicule. Peugeot, du moyenne gamme, et Citroën, du haut de gamme. Mais Pierre Boulanger, alors à l'époque président de la société, ne l'entendait pas comme ça, il voulait lui aussi produire une voiture populaire, de façon à ce que tout le monde puisse choisir son type de véhicule. La 2 chevaux sera cette instigatrice, donc ça permettra de développer cette partie populaire. 1948, vous avez donc un premier modèle exposé, ça c'est un 50, qui était là-bas, conforme au modèle 48. Ça c'est les premières 2 chevaux, ça? C'est la première 2 chevaux. C'est la première 2 chevaux. Donc on voit la différence entre la TPV et la première 2 chevaux. Ouais. Là, la 2 chevaux, on la reconnaît en tant que telle. Effectivement. Mais la voiture est plus simple. Par contre, si tu fais la démarre, moi, on peut démarrer facilement. La voiture est en acier, forcément après-guerre, tout ce qui est aluminium est réservé à l'aviation. Donc il faut s'occuper et puis n'avoir que ce qu'on peut disposer comme matériaux. Et ça c'est génial ça. Alors ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un clin d'œil au mécano. Ah ouais? Voilà, mais c'est un club hollandais qui a réalisé ça et qui nous l'a offert. Ah, ils l'ont fabriqué. C'est superbe. Ça fait une voiture mécano. Donc là, on arrive dans la gamme 2 chevaux, avec une différence d'évolution de 1948 jusqu'à 1990. Voilà, toutes les évolutions plus ou moins. C'est une longévité énorme, quoi. Alors oui, 45, 80... 42 c'est exceptionnel. 2 ans de production. Pour un modèle. Voilà, un modèle. Ce qui a permis aussi de faire la liaison entre les générations, parce que le grand-père, le père et le fils, chacun avait sa 2 chevaux. Au fur et à mesure. Tout à fait. Et dans toutes nos familles, on a toujours quelqu'un qui a au moins été une fois dans une 2 chevaux. Donc, 2 chevaux ou dérivés. Parce qu'il y a aussi d'autres véhicules qui sont à la base de la 2 chevaux, qu'on verra un petit peu plus tard. Voilà, la 2 chevaux, c'est 4,5 millions de véhicules. C'est pas énorme, mais on a l'impression que ça fait énorme par rapport à la 4L où c'est presque 10 millions de véhicules fabriqués. Alors 2 chevaux purs, c'est 4,5 millions à peu près. Avec les versions utilitaires, on est à 6-7 millions. Puis après, il y a les dérivés. C'est marrant, moi j'aurais dit plus de 2 chevaux que de 4L, mais non, on se trompe, c'est quasiment dans l'esprit. Dans l'esprit. Été un peu l'esprit de. Mais c'est tellement le symbole de la France, la 2 chevaux. Voilà, la Sahara. C'est un peu les prémices du 4 roues motrices. En fait, c'est 2 moteurs. Un moteur devant, un moteur derrière. Donc il y en a un qui tombe en panne, il y en a encore un deuxième. Ah oui, carrément. Et ça marche partout. Mais les 2 pouvaient marcher ensemble ou pas? Les 2 marchaient ensemble, 4 roues motrices. Soit en propulsion, soit en traction. On fait juste ce qu'on voulait. Ça, il y avait avec un switch, un bouton, un switch. On éteint le moteur et puis on met la boîte qu'on veut. Super, ça. Voilà. Ici, vous avez une version fabriquée pour le tournage du film. C'est la vraie de vraie, celle du film? Une du film, parce qu'il y en a eu